Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a un parcours si impressionnant qu'il est presque impossible à résumer. Pilote de légende, il a conquis le sport automobile pendant 3 décennies, parcourant les circuits du monde entier, Formule 1, endurance, rallye. Cette année, il reçoit le prix de la légende au Sportel Awards pour son parcours exceptionnel. Bonjour Jackie X. Bonjour à vous tous. Quand je dis il reçoit le prix de la légende, ça fait quoi de se sentir une légende? Ça me trouble parce que je ne suis pas convaincu. Non? C'est pas ma culture, en fait. Ah, votre culture, c'est pas... C'est pas ma culture, je suis pas vraiment nostalgique du passé. Mais je sais que j'ai vécu des moments exceptionnels. J'ai vraiment une préférence pour le présent, en tous les cas pour ce qui reste du futur. Mais c'est une formidable occasion, cet honneur qui m'est fait aujourd'hui, de rendre à César ce qui appartient à César, à savoir que le vedettariat représente le sommet en automobile de l'iceberg, la partie immergée, mais surtout de dédier cet événement au monde passionnel de l'automobile et en particulier des mécaniciens et de ceux qui travaillent dans l'ombre, qui ont une vraie passion, une vraie expertise, mais que vous ne voyez jamais, c'est-à-dire 90% du temps, vous voyez celui qui a gagné ou perdu, mais derrière tout ça, il y a un monde qui fait des choses extraordinaires et oui, j'ai le privilège de faire partie de ce monde-là, ainsi dans lequel j'inclus aussi les spectateurs. Les spectateurs, bien sûr. Parce que sans spectateurs, sans cette passion-là commune, nous n'existerions pas. Bah oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que la série Netflix Drive to Survive, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a aussi contribué à mettre un peu le projecteur sur ce monde-là il y a les pilotes, oui, mais il y a tout le monde autour, cette logistique, cette passion, cette cohésion, cette famille, quoi. Oui, de cette grande famille, indiscutablement, c'est enfoncer une porte ouverte de nier le fait que Netflix a indiscutablement changé la manière de voir les courses automobiles. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que ce n'est pas un documentaire, celui-là, vraiment, c'est un documentaire très réaliste. Oui, parce que personne ne joue un rôle là-dedans. Hein. Non, personne, mais on vit la réalité et surtout on vit le présent. Voilà, parce que c'est vrai que dans cette évocation de légende, on évoque un passé. Le passé, certes, il existe, mais le moteur de l'existence, c'est quand même vivre au jour le jour, c'est vivre demain. Et ça, c'est la partie la plus importante. Oui, la Formule 1 est très, très, très attractive aujourd'hui. Et elle est placée aussi sur le signe d'une nouvelle génération et de jeunesse qui est très tentante de mentionner parce que la vérité, elle est là. Chacun a son temps. Là, il y a des jeunes gens. On n'a jamais eu de pilote aussi jeune et aussi compétitif. C'est-à-dire commencer à 17 ans comme Max ou à 18 ans comme Antonelli, de se trouver dans une équipe professionnelle et la capacité d'être bon, ça n'a jamais été aussi compétitif qu'aujourd'hui. Ouais. Parce que d'une époque, on se battait pour des secondes ou quelques dixièmes. Maintenant, on se bat pour des millièmes de secondes. Donc, oui, je fais partie d'une époque de ce monde-là, mais de la suivre aujourd'hui,
extraordinairement attirant. Ouais, c'est ça que j'allais vous poser comme question. Est-ce que le pilote que vous avez été a toujours du plaisir à voir d'autres pilotes se battre dans une course? Est-ce que regarder une course ou des essais ou un rallye ou une étape de rallye, c'est toujours aussi plaisant pour vous? C'est plus que présent, c'est mon ADN. Ah oui? Je ne nourris aucun regret sur les rendez-vous manqués de mon histoire. Je pense que il y en a eu beaucoup. Et il faut éviter d'ailleurs de faire des comparaisons entre hier et aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Mon époque, les circuits, c'est des circuits routiers. Ouais. La protection, ce sont des bottes de paille, des ballots de paille qui délimitent les endroits. Bords du circuit, ouais. Absolument. Aujourd'hui, on vit totalement autre chose. Pourtant, le danger, il existait déjà à votre époque. Oui, mais le danger ne doit pas... Il est tentant de mentionner le danger ou le risque. Ouais. Il n'intervient absolument pas dans la liberté de choisir quelque chose de risqué. C'est une liberté. C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas mentionner en termes de risque, parce que c'est une vue de l'extérieur. Oui, certes, mon époque a été très dangereuse. Ouais. Mais une fois que vous avez admis et accepté ce risque potentiel, il n'y a pas de place pour la pensée négative que représente un danger. Ouais. Sinon, vous êtes battu. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas le subir, ce danger. Ce que vous dites, c'est si vous prenez le départ d'une course en pensant au danger, vous n'allez pas faire ce qu'il faut pour gagner. C'est une certitude que si vous pensez à la crevaison que vous pouvez avoir, de perdre une roue, un capot, un aileron, vous êtes battu. Donc ce créneau-là doit être absolument absent dans votre... Comment vous faisiez pour penser à rien? Est-ce que vous aviez une petite recette pour penser à rien? C'est pas qu'on ne pense à rien, on ne pense qu'à une chose, c'est essayer de gagner ou essayer de parmi les... Ça, c'est l'objectif. Évidemment, c'est un projet assez étroit, entre guillemets. Assez étroit, c'est plutôt, je dirais plutôt monorail. Oui, c'est un projet unique. Le fait de vouloir gagner, c'est un objectif parce unique. Que beaucoup de gens pensent que c'est la vitesse qui est... Comment vous trouvez la vitesse de passer cette courbe à 300 à l'heure ou à 312? Oui, ça provoque des battements de cœur la première fois que vous devez le faire à fond. Ouais. Mais après, ça devient banal. L'objectif est beaucoup plus basif, c'est de faire aboutir le projet d'un groupe de personnes qui a monté une voiture, une équipe, et d'essayer d'être, si possible, sur le podium. Quand on fait une saison de Formule 1 comme vous avez fait, ou quand on fait des courses, est-ce qu'il y a de la place pour faire autre chose que par les voitures? Parce que vous êtes sur la route tout le temps, vous êtes avec le même groupe de gens tout le temps. Est-ce qu'on a la place pour penser à autre chose qu'à la voiture? Il y a une question qu'on pose aussi souvent. Est-ce que vous avez rêvé de faire de la course automobile? Je reviens par là à cet objectif. Il faut que vous sachiez que je n'ai jamais désiré faire de la course automobile. Ça n'a été aucun moment dans mon enfance un objectif en soi. Ouais. Vous n'êtes pas rêvé derrière Je me voyais parfaitement jardinier ou garde-chasse. J'adorais la nature. J'adorais le silence quand j'avais 13, 14, 15 ans. Par contre, ma scolarité était déficiente. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je n'étais pas compétitif du tout. Mais j'ai fini. Le destin est incroyable. J'ai fini dans l'automobile. Par la moto, j'ai découvert que je pouvais faire des choses pas mal, et d'autres gens aussi. Le destin dépend beaucoup, les trajectoires dépendent énormément des timings et des gens qui vous tendent la main.
Moi, j'ai commencé par faire le désespoir de mes parents en termes de scolarité. Je dis ça parce que je pense que la difficulté la plus grande aujourd'hui pour commencer une carrière éventuelle automobile en parallèle de l'école, c'est l'obtention des parents d'un accord pour dire tu peux y aller. Parce que les parents, à 95% du temps, répondent commence par faire tes études, on verra après. Ça, c'est la première difficulté auquel on fait face. Moi, j'ai eu déjà la chance d'avoir des parents qui, pour me récompenser de mes mauvais résultats scolaires, de m'offrir une moto. Avec cette moto, j'ai découvert que finalement, j'étais pas si mauvais que ça et que je pouvais faire des choses. Je me suis intéressé à être meilleur et la moto m'a amené à l'automobile plus tard. Alors justement, quand on n'a pas rêvé de devenir pilote et qu'on est pilote et qu'on est dans ce monde-là, est-ce qu'on se sent chez soi quand même? Mais oui, bien sûr. Il y a une atmosphère, il y a une âme dans un groupe. Ouais. L'automobile reste assez anonyme à l'époque, bien que ce soit le vecteur de liberté le plus extraordinaire qui a changé notre société. Complètement. Je veux dire, l'automobile vous a donné la libre après avoir... C'est encore le cas, hein, Jackie. C'est encore le cas. Quand on passe son permis à 18 ans, on a cette sensation de liberté incroyable, avec ce papier dans la main, ouais. En se disant, à partir d'aujourd'hui, je fais ce que je veux. Est-ce que c'est réel ou pas? Oui, parce qu'en principe, vous êtes indépendant, vous pouvez partir où vous voulez, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. C'est le premier pas vers l'indépendance. Une autonomie, oui. Mais oui, c'est une communauté, indiscutablement, surtout il y a 50 ans, 60 ans. Oui, on vivait ensemble. Il y a une forme de corporatisme et c'est la beauté dans l'existence, c'est de pouvoir partager des choses avec les autres. Et c'est ça. Moi, si je jette un regard sur ce Sportel que je n'ai pas connu avant, enfin, je sais d'où il vient, je connais le fondateur, je connais toute l'histoire, mais je ne suis jamais venu. Je découvre la proximité avec plein d'autres sports et d'autres sportifs. Avec ce goal qui est donner l'envie ou l'inspiration de faire des choses. Et je suis épaté par le fait que le Sportel ait 35 ans et que cette pérennité soit assumée. Parce que dans ce monde, quand même, le sport est une des rares choses qui fonctionne encore. C'est ce que j'allais vous dire. Le Sportel est à l'image du sport. C'est-à-dire que ça traverse les âges. On en parlait avec Marie-Josée Pérec ou avec Henri Lecomte. Le sport, ça traverse les âges. Et on continue de courir le 400 mètres comme on le courait avant. On continue de jouer au tennis. Enfin, il y a quelque chose qui traverse le temps, qui va avec cette envie de faire une compétition et de la gagner, quoi. Oui, c'est la place prise par le sport dans la société. Ouais. Aujourd'hui, quand même, le sport, c'est aussi un outil d'insertion, de rassemblement, de culture. Enfin, il y a tellement de choses qui entourent le sport. Est-ce que vous avez, dans votre carrière, vous, senti un moment cette responsabilité d'exemple, de figure publique? Est-ce que vous avez eu cette sensation? C'est un sujet délicat parce que pour être un sportif de haut niveau, vous n'êtes pas la même personne dedans et dehors. Il faut des qualités qui, sincèrement, dans la vie courante, ne sont pas des qualités, à mes yeux. Ouais. Mais on peut y retourner, parce que une âme, une culture, oui, ça se cultive. Ouais. Et aussi, il y a à travers le temps une évolution qui, tôt ou tard, vous ramène sur Terre, c'est-à-dire apprendre la culture du nous et aussi la joie de reconnaître aux autres leur qualité. C'est-à-dire que vous vous éloignez de l'égocentrisme, de l'individualisme
qui sont des choses assez naturelles dans des sports individualistes. Ça n'a rien à voir avec les sports collectifs, ouais. Mais sans doute encore la difficulté permanente pour avoir, même en équipe, c'est faire passer l'intérêt général avant son intérêt propre. De cette cohésion-là, à mes yeux, c'est la partie la plus compliquée. Je vois ça aujourd'hui. Je participe à un projet, c'est-à-dire vivre le présent. C'est la participation de Genesis, qui est une marque qui fait partie du groupe Kia Hyundai, oui. Où on démarre. Il n'y a pas de culture de la course comme dans la course d'endurance, là où nous allons, avec la Magma Genesis. La plus grande difficulté, à mes yeux, c'est la cohésion d'une équipe où nous avons tous des maestros qui doivent se mettre d'accord pour qu'il n'y ait qu'un goal unique qui nous poussera vers le succès. Ouais. Donc, la personnalité, l'intérêt qu'on porte aux humains, elle est prioritaire dans le succès. Je vois bien où vous voulez en venir, mais il y a quand même un moment où le fait d'être Jackie X, c'est quelque chose, ça représente quelque chose, parce que vous représentez, par la victoire que vous avez eue, vous représentez le travail de tous ceux qui sont avec vous, ça c'est certain. Mais peut-être qu'ils attendent de vous aussi que vous portiez ce drapeau-là. Oui. Donc il faut quand même tout le monde est important. Aussi. Ce que je voulais seulement dire, le pilotage est la finition d'un projet. Oui. C'est pour ça que je dis il y a 90% du côté c'est vrai. Obscur, et puis il y a les 10% où c'est une réussite ou un échec. C'est vrai. Dans lesquels les autres n'interviennent pas. Mais le concept, en tous les cas, c'est la reconnaissance de la capacité des autres et de la capacité aussi d'avoir d'autres formules que des formules de politesse. Quand ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire aux autres qu'on les apprécie et qu'on les aime. De ne pas attendre que les choses soient finies ou trop tardives pour les faire. On va reparler de sécurité un instant, parce que ce qui a marqué aussi l'évolution de votre carrière, c'est qu'à un moment donné, vous avez lâché le volant, mais vous êtes resté dans le milieu. Vous parlez là de l'écurie qui est en train de se monter, mais vous êtes resté dans le milieu et vous avez beaucoup milité pour la sécurité sur les circuits, vous avez beaucoup milité pour la sécurité dans le sport automobile en général. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir été écouté ? Oui, il m'est arrivé. Alors, ça m'embarrasse parce qu'il y a des opinions différentes à ce sujet. Ah ouais ? Je n'ai pas suivi... il y a des faits incontournables. Les faits incontournables, c'est que clairement, l'époque que j'ai vécue ne pouvait pas continuer dans ces conditions-là. C'est-à-dire perdre 2 ou 3 pilotes chaque saison était tout simplement inacceptable, même si ce risque était accepté et cette fatalité surtout acceptée. Parce que dans la société d'aujourd'hui, la fatalité n'est plus acceptée. Non, c'est vrai. Elle est discutée. Mais la réalité, c'est que oui, Jackie Stewart et Jean-Marie Balès, qui était le président, ont œuvré directement à cette évolution qu'on connaît aujourd'hui. Et je pourrais même y ajouter un pilote dont vous vous souvenez peut-être, qui est Jochen Rindt. Ce groupe-là est au départ pour une amélioration des circuits. Parce que, comme je l'ai dit, on passe de la botte de paille au Tech Pro de protection, aux pneus, aux rails et de sécurité. Donc c'est pour dire que c'est un monde à part. Il m'est arrivé en tous les cas d'intervenir pour faire changer des choses, notamment à Monaco. J'ai eu l'occasion d'arrêter un Grand Prix et aussi de goûter aux joies de faire de l'arbitrage et de découvrir que l'arbitre, quoi qu'il arrive, satisfait pas.
Merci. Voilà. Personne n'est content. Mais ça fait partie des belles expériences parce que la direction de course, je l'ai fait à Monaco pendant 20 ans à peu près. Et j'ai trouvé une équipe tout à fait exceptionnelle pour faire ça d'ailleurs à travers le temps, bien qu'on discute toujours de Monaco où on ne dépasse pas, où on ne peut pas dépasser, ainsi de suite. À travers le temps, il traverse le temps parce que la capacité de l'Automobile Club a toujours été de devancer toutes ces questions et de toujours trouver des solutions à ça. Mais indiscutablement, même s'il y a des critiques, 100% tout le monde veut revenir. Donc, c'est vrai. Ça existait déjà avant-guerre, après-guerre aussi. On faisait le Monaco, on faisait 400 km de Grand Prix avec des voitures qui étaient autrement compliquées encore, physiquement à conduire. Physiquement à conduire. Oui, on n'en parle plus beaucoup de ça parce que aujourd'hui, c'est communément admis que les pilotes sont des athlètes, on les voit s'entraîner, on les voit faire. Mais il y a quand même eu un moment où conduire, c'était ultra physique. Oui, parce qu'il n'y a pas d'assistance en rien. Mais conduire une voiture moderne aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué. Parce que les écarts sont infimes. Vous avez une voiture qui répond à un règlement, mais conçue par des gens différents. Vous avez des pilotes qui sont génétiquement totalement différents. La somme des deux vous donne des millièmes d'écart dans les qualifications. Et les écarts au bout de 300 km sont toujours minimes. Donc, c'est rudement dur, même si aujourd'hui, c'est assisté, tous les avantages. C'est compliqué. C'est plus compliqué que ça n'a jamais été. Et quand vous voyez des pilotes rouler, est-ce que vous voyez ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons? Je dis, qu'est-ce qu'ils sont courageux. Ouais. Quand je vais sur la grille de départ et que je vois les autres là-dedans, je dis, comment est-ce que tu as pu faire ça à une époque? C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez, avec le recul, vous avez conscience du danger maintenant? C'est-à-dire qu'avec l'âge, on devient moins crétin et l'instinct de conservation prend le pas indiscutablement sur tout le reste. Enfin, si vous allez voir des jeunes pilotes, vous n'allez pas leur dire ça quand même? Je les encourage. Ah. Je trouve que c'est magnifique ce qu'ils font. Et leurs parents sont aussi magnifiques de l'accepter. Mais nous sommes entourés d'exemples magnifiques de gens qui sont des inspirations. Si vous prenez la voile française avec Tabarly, qui en est quelque part le fondateur, je sais bien que la voile existe depuis la nuit des temps, mais il y a plein d'inspirations. Si vous prenez Alex Honnold qui monte à El Capitan, 900 mètres de montée et qu'il le fait en 4 heures sans aucune sécurité, vous vous dites quand même. C'est ça. Il y a des gens qui font des trucs dingues. Magnifique et c'est merveilleux. Tout à l'heure, vous me disiez, une carrière, ça dépend aussi des rencontres. Oui, ça dépend du timing. Des timings et des rencontres. Moi, j'ai envie quand même de vous poser la question de Ken Tyrrell, parce que ça a dû être une rencontre quand même, Ken Tyrrell. C'est indéniable. Je pense qu'il est il est très probablement la clé de mon histoire. J'en ai une avant lui. Vous avez conduit la Tyrrell avec les 6 roues ou pas? Non. Ah. Parce que ça aussi, non. Ken Tyrrell, c'est un découvreur de talent, mais c'est aussi... Je l'ai découvert... non, plutôt, lui m'a découvert... lui m'a découvert dans une course de voiture de série de la Coupe d'Europe à Budapest, dans le parc de Budapest. Il m'a vu rouler avec une Cortina Lotus et il m'a offert de faire un essai pour lui, que je n'ai pas pu faire parce que je rentrais à l'armée à l'époque pour devenir instructeur char. Je devais conduire et je suis devenu, à mon passage à l'armée, pilote d'AMX-13, un petit transporteur de troupes, avec laquelle j'ai eu l'occasion de faire, parce qu'ils étaient encore à l'époque en chenilles métalliques sans les patins caoutchouc. Oh, wow. On pouvait faire des têtes à queue, ça faisait des étincelles sur le béton, tout, c'était magnifique. Ah, ça vous avez et fait. donc, je n'y ai pas été, mais il m'a rappelé. Après.
après, 15 mois plus tard, il m'a rappelé, il dit, tu veux encore faire un essai? Je l'ai fait, et tout part de là. Ça marche? C'est-à-dire, vous faites l'essai, il est convaincu? Non, ça n'a pas marché tout de suite. J'ai fait au moins 5 têtes à queue à la chicane de Goodwood, et finalement, je lui ai cassé sa voiture dans les fascines. Ah ouais, comme ça? Oui. Premier contact, je te casse la voiture? Oui. Et malgré ça ne l'a pas découragé? Oui, non. Il avait senti ça ne m'a pas quelque chose. découragé non plus. Bah ouais. Il avait quand même senti quelque chose chez vous? Indiscutablement. Ouais. Il vous met tout de suite une voiture entre les mains. Voilà, et après j'ai fait vite un peu de Formule 3, beaucoup de Formule 2, et puis ça m'a dirigé chez Ferrari. Je devrais ajouter, oui, les hommes comptent. C'est ça que j'appelle le timing. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas. Et avec la providence, ça fait des résultats étonnants. Oui, il y a des clés. Il y a des clés qui ouvrent des portes, mais pour ça, il faut qu'en face de vous, vous ayez des gens qui vous tendent la main et qui y croient. Et je pense que c'est chouette de croire dans la jeunesse. Et dans la jeunesse actuelle, encore plus qu'hier. Parce que je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, elle connaît tellement de choses, elle sait faire tellement de choses. Elle n'a rien à voir avec la jeunesse d'il y a 60 ans. Elle a des connaissances, des facilités. Ah oui, mais elle garde quand même le caractère de la jeunesse. Hein. Mais heureusement. Voilà. Mais elle fait des choses, on lui confie des choses qu'on n'aurait pas osé confier ah, vous croyez? Oui. En automobile, on ne confiait des voitures de course qu'à des gens d'expérience. Donc des pilotes plus âgés? Oui. Ah oui, l'âge est passé de 35 ans à 18. Ah ouais, la moitié. La moitié. Quasi. Parlons de généralité. Vous disiez, il y a des clés dans une carrière. Est-ce que... Alors, il y a des gens qui vous ont tendu la main. Et est-ce que vous avez souvenir d'avoir des gens contre qui vous avez dû concourir ou courir et qui vous ont marqué, qui vous ont... On dit parfois que notre meilleur ennemi, c'est aussi celui qui nous permet de progresser. Oui, on peut dire ça aussi dans une écurie. Votre principal adversaire, c'est votre coéquipier. C'est sur lui qu'on vous juge et c'est lui que vous devez par-dessus tout battre. Et vous avez eu comme ça des pilotes qui vous ont accompagné dans votre parcours et dont vous me diriez... lui, ça a été un moment où j'ai progressé, où lui, c'était vraiment fun. À mon époque, Stewart était triple vainqueur du championnat du monde. Il a été mon mentor parce qu'on a roulé ensemble dans la même écurie. Il m'a appris les rudiments et l'expérience des réglages en course. Et puis, il est devenu l'homme à battre. C'est vrai. J'ai pas dit à abattre, hein, j'ai dit l'homme à battre. C'est vrai. Ça fait deux Jackie en même temps, c'était quand même quelque chose. Il y en a qui s'écrit I-E et l'autre avec un Y. Il avait toujours d'ailleurs très présent autour de la course automobile. Il fait partie du groupe, de ce groupe restreint aujourd'hui malheureusement, de ceux qui ont survécu à cette époque, mais qui avaient cet éclectisme qui est la manière de nous qualifier aujourd'hui. Cette époque-là, on conduisait tout à l'époque. Oui, c'est ça. Il l'a fait aussi, c'est pas le privilège de Jackie Hicks de conduire tout. Mais nous faisions tous les mêmes courses, les mêmes retrouvailles, les mêmes moments. Vous dites, moi je conduisais tout. Il y a une catégorie que vous avez préférée ou pas? Votre affection? Je n'ai pas peur de dire que la découverte du Paris-Dakar avec Thierry Sabine a joué un rôle déterminant dans ce que je suis devenu. C'est-à-dire que ma vision de l'existence et des objectifs est passée d'une voie étroite à un horizon à 180 degrés. Le Paris-Dakar, sous l'égide de Thierry, m'a permis de redescendre sur terre. Ah oui, carrément. C'est-à-dire,
vivre autre chose avec la réalité de l'environnement dans lequel on courait à l'époque. La rencontre des gens qui ont d'autres vies, d'autres traditions, d'autres types de solidarité, où la solidarité est un must pour survivre dans un environnement compliqué pour les gens de là-bas, mais hostile pour quelqu'un qui n'est pas habitué. C'est-à-dire que si on vous balance au milieu du désert sans avoir un vécu, vous êtes perdu. C'est très hostile, oui. Voilà. Ouais. Et surtout, ça vous apprend aussi ce que c'est un milieu hostile, de vous débrouiller, de découvrir un autre univers. Oui, ça a changé ma vie. Je suis infiniment reconnaissant d'avoir vécu ces moments-là. Parce que rouler dans le sable, c'est des sensations encore différentes, j'imagine. C'est-à-dire que vous mesurez combien vous êtes petit dans un espace géant. Donc il y a plein de choses à relativiser après. Hein. Vous prenez conscience de votre importance, c'est-à-dire ça devient pas grand-chose. Merci, vous m'ôtez les mots de la bouche. Oui, pas grand-chose. Si vous avez pris conscience de ça et que vous avez aussi la possibilité de voir, il y a deux chemins possibles. Vous pouvez voir des choses et continuer votre trajectoire, voir des choses et voir la vie différemment. C'est ce qui m'est arrivé dans le Dakar et ce qui a fait rêver à l'époque la France entière qui était le long de la Nationale 20 à suivre les concurrents qui avaient la chance de partir au loin à l'aventure, quelque part. Et aussi la possibilité réelle de pouvoir envisager d'y aller aussi un jour à cette époque, époque-là. L'idée du Dakar, c'est qu'il y avait quand même des catégories qui permettaient aux anonymes de faire ça. Thierry Sabine disait, c'est une course pour les amateurs dans laquelle les professionnels ont leur place. Et c'est la vérité. Le Dakar fait encore aujourd'hui, d'une autre manière, rêver sur cet horizon différent et la découverte d'autres choses. Aujourd'hui, le Dakar, hier, il a été en Amérique du Sud, aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. Il vous permet de découvrir aussi que certaines images qu'on vous donne chez nous de certains pays ne correspondent absolument pas à la réalité. Vous ne l'avez pas fait en moto, vous, le Dakar? Vous avez fait quoi en voiture? Motos, les motards, ça c'est juste extraordinaire. C'est incroyable. Ce qu'ils font. Ah oui, en voiture, vous êtes à deux. En moto, pas. C'est parce que je pensais à ce que vous me disiez tout à l'heure. Vrai challenge. Ah oui. Parce que là, quand on est tout seul sur sa moto au milieu du désert, on est vraiment seul. Hein. Oui. On est vraiment, on est vraiment seul. C'est plein d'aventures et d'expériences individuelles qui vous permettent d'apprendre à vous connaître et de connaître vos limites sans tricher. Quand vous finissez votre premier Dakar, est-ce que vous vous dites je recommence? Claude et moi, on était novices dans la discipline. On s'est rencontrés par hasard au sport d'hiver et on a regardé des images du Dakar et on dit si on le faisait. Et voilà, on a tout appris. Claude a eu ce talent qu'ont tous les comédiens, c'est de se mettre dans la peau du rôle qu'ils vont devoir jouer. Donc, on a fait, après quelques temps, on est devenu un équipage homogène, inattendu et homogène, parce que c'est clair que venant de la piste, la découverte du tout-terrain, de l'off-road et des courses comme ça à travers tout était inattendue. Mais pour moi, c'était déjà un retour de l'enduro que je faisais à moto quand j'étais jeune. La seule différence, c'est que quand je tirais sur mon volant pour passer un trou, il n'y a rien qui se passait. Parce qu'à moto, on tire sur son guidon quand on va passer. Eh bien, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas là? Non. Ben non. Vous avez ensuite, alors on a parlé du Dakar, mais vous avez ensuite parlé des 20 ans que vous avez fait la direction course.
Quand on est directeur course d'un Grand Prix comme Monaco, c'est quoi sa priorité? La priorité, c'est que le dimanche soir, on puisse dire on n'a pas eu d'accident, ni d'un pilote, ni dans le public. Ça, c'est un Grand Prix réussi, parce que c'est un Grand Prix qui ne permet pas d'erreur. C'est vrai qu'on dit beaucoup à Monaco, on ne dépasse pas, etc. Mais on oublie qu'à Monaco, c'est d'abord le pilotage de la précision. Oui, c'est chirurgical. Exclu de flirter avec les rails, ça ne se passe jamais bien. Il faut d'abord terminer. Donc la perspective de l'organisation, c'est d'abord de répondre à toutes les demandes qui ont été faites et à une organisation parfaite, parce que il ne faut pas oublier que le Grand Prix est monté intégralement d'année en année, complètement. Il n'y a pas, hormis les plots des poteaux des rails, il n'y a rien, et quelques bordures aujourd'hui. Quelques bordures rouges et blanches qui restent toute l'année. Il faut tout monter de A à Z, avec toutes les connexions électriques, Internet, de caméras et autres. Toute l'organisation des commissaires de piste qui ont fait la réputation de Monaco comme étant les meilleurs du monde. C'était l'exemple absolu. Tous les pilotes disent « the best marshals are in Monaco ». Oui, c'est vrai. C'est vrai? Et c'est vrai, et c'est vrai. Et puis voilà, il y a eu un groupe de gens merveilleux qui ont maintenu ça à bout de bras, dont Michel Bohéry, bien sûr, qui fait ça depuis la nuit des temps, et qui vient d'ailleurs d'obtenir encore cette rallonge de pratiquement 10 ans à venir. C'est vrai que c'est magique. Voilà, du bonheur. Que du bonheur, hein. Ce circuit, on oublie d'ailleurs que le circuit, il n'a pratiquement pas changé depuis... Alors un petit peu, hein, mais depuis 1929, c'est presque le même. Il n'y a plus les rails de tram. Oui, il n'y a plus les rails de tram, c'est vrai. Il n'y a plus les bordures des trottoirs. Oui. Et quand on arrive sur le port, on voit plus la mer, puisque maintenant il y a les rails, donc on ne voit plus la mer. Il a peut-être le même dessin, mais il a énormément évolué. Oui, alors il a le même dessin. Il s'est élargi, l'asphalte est renouvelé quand il faut. Et je voudrais quand même vous rappeler que on roulait sur le quai aller-retour avec une épingle à une époque, ça date d'il y a une 50aine d'années. Tout a changé, mais c'est par petites touches, on ne le voit pas. Ouais. Mais le fondamental, rouler en ville, est resté. Et Monaco fait partie de ces 3 premiers Grands Prix automobiles. À partir de 22-23, il y a eu 3-4, et il fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'histoire. Quand on est sur le circuit et qu'on pilote, alors pour Jackie X, le pilote, quel est l'endroit du circuit qui vous impressionnait le plus? Il y a un moment donné où il y a le battement de cœur qui est un peu plus fort qu'ailleurs, ou pas? De toute façon, ils sont plus forts. Ils sont plus forts en permanence. Une fois que la course est partie, ça se stabilise, mais c'est plus fort. C'est qu'il n'y a pas de place pour la moindre erreur, et l'attention doit être absolue. Aucune marge d'erreur. D'erreur, aucune. Concentration maximum tout le temps. Oui. D'ailleurs, pour les pilotes, c'est gagner Monaco, ça reste un highlight dans leur CV. Bon, alors vous ne me direz pas quel est l'endroit qui vous impressionnait le plus dans le circuit? Ils sont tous compliqués, sincèrement. Ils sont tous compliqués. Je sais pas, moi j'aurais imaginé la décélération pour arriver devant le Loves, enfin ce qu'on appelle le virage du Loves, le Fairmont maintenant. C'est peut-être un endroit... Ah oui, les Spélugues en bas. Les Spélugues, c'est ça. Et l'épingle. Ouais. Non, parce que c'est pas... Non. Alors ça me dévote. C'est plus... Franchement, aujourd'hui, sortir à 300 à l'heure du tunnel... Ouais. Avec la lumière, alors qu'on était dans le noir. Certes, c'est bien éclairé, mais c'est pas simple. Arriver sur la chicane moderne
L'ancienne était pas mal non plus, hein, franchement. L'ancienne, c'était un truc c'était à 90 degrés pratiquement. Hein. Et il y avait des arbres auxquels le prince régnier ne voulait pas qu'on touche à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc il fallait passer entre les arbres. Entre ces deux arbres, puis après, bref, ça a évolué, tout ça. Tout a évolué dans le bon sens. C'est quand même un circuit, vous l'avez dit, qu'on construit chaque année. Hein, c'est pas un circuit qui existe. Mais c'est magique. On s'entraîne pas sur vous ne pouvez pas croire que le vendredi matin, parce qu'il y a une époque où on regardait encore les travaux, il n'y avait pas toutes les courses annexes, tout ça, vous ne pouvez pas croire que par un coup de baguette magique, ce que vous aviez vu la veille allait fonctionner. Et ça a toujours fonctionné. Donc ça veut dire qu'il y a une cohésion de services autour et de gens qui participent à la construction des tribunes, des rails. Tout ça fonctionne. Oui, c'est la magie. C'est la magie de. C'est de la magie. C'est la magie du succès aussi. Hein. Oui. Tout à l'heure, vous me disiez, moi j'aime bien le présent et le futur pour ce qui reste. Alors je vous dis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Que ça dure le plus longtemps possible, mais en bon état. Bah oui. Oui. Oui, parce que si vous n'êtes plus en bon état, c'est plus du tout la même perspective. Vous aimez encore voyager? Oui, je suis curieux. Je suis curieux de tout. Donc voyager, découvrir? Avec prudence. J'espère que vous allez découvrir avec prudence et on aura déjà le plaisir de vous retrouver sur la scène des Sportel Awards pour merci pour cet entretien, en tous les cas, à bâton rompu. À bâton rompu. À bâton rompu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.